Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, j'avais une petite question. À votre avis, est-ce que les licornes existaient au Moyen-Âge ? Alors, en vérité, je n'ai pas la réponse à cette question, mais si vous allez au musée de Cluny à Paris, vous allez pouvoir en apercevoir. Et justement, le musée a besoin de vous. Il possède une magnifique dent de narval qui était considérée au Moyen-Âge comme une corne de licorne dotée de pouvoirs extraordinaires et qui attend aujourd'hui une nouvelle vitrine qui sera adaptée à son format exceptionnel pour être présentée au public. Vous pouvez participer au financement de cette vitrine par un don en ligne sur le site soutenir.musée-moyenage.fr. Je vous mets le lien en description de cet épisode et vous avez jusqu'au 29 février 2024 pour apporter votre soutien. Et maintenant, on lance l'épisode. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être au tournoi de chevalerie, à Charlemagne et à la peste noire, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion médiéviste, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 90, Laurine et les Comnènes à Byzance, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Connaissez-vous l'Empire byzantin ou Byzance ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, on en a déjà parlé quelques fois dans ce podcast, notamment dans l'épisode 67 où nous étions à Byzance au 9e siècle. Et avec le blog Actuel Moyen-Âge, on en avait parlé en novembre 2019 dans un court épisode où on vous racontait la vie de Anne Comnène, qui était une princesse byzantine et historienne du 11e et 12e siècle. Eh bien, aujourd'hui, dans cet épisode, vous allez en apprendre plus sur la famille Comnène. Vous allez peut-être aussi découvrir d'autres de ses membres et en tout cas en savoir plus sur l'histoire de Byzance au milieu du Moyen-Âge. Et notre guide temporel aujourd'hui, c'est Laurine Martin. Bonjour Laurine. Bonjour. Laurine, alors tu connais bien les Comnènes parce que tu as réalisé 2 mémoires à leur propos lors des masters de recherche à l'université Toulouse 2 de Jean Jaurès et tu étais sous la direction de Benoît Joudiot. Alors voilà, on va parler de cette famille avec toi en détail aujourd'hui, mais d'abord, Laurine, première question un petit peu rituelle dans ce podcast, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ces sujets ? Alors, je pense que c'est un peu le fruit du hasard. C'est-à-dire que je suis arrivée en licence en me disant, comme beaucoup d'étudiants, que je voulais travailler sur l'histoire contemporaine. Je voulais travailler sur les régimes totalitaires et notamment sur le fascisme italien parce que je trouvais ça fascinant, au premier sens du terme, de voir comment une seule personne, un régime politique, pouvait galvaniser une population en s'appuyant sur des socles qui aujourd'hui, pour la grande majorité, nous paraissent aberrants, mais qui à l'époque en tout cas avaient du sens. Et donc je trouvais ça fou, en fait, j'avais l'impression qu'il se dégageait une énergie des hommes comme Mussolini ou Hitler qui m'intriguait, et donc je voulais comprendre ce système. Arrivée en 2e année de licence, j'ai eu un cours sur Byzance, et là ça a été un peu une révélation, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, là il y a quand même quelque chose de fou, on est à la période médiévale, c'est quelque chose qui est quasiment jamais vu dans le secondaire, donc je n'avais pas du tout connaissance de ce type de système, et j'ai trouvé qu'il y avait encore une dimension plus grande que dans ces fameux régimes totalitaires. Et au contraire d'un Occident un petit peu éparpillé, comme ça, avec des royaumes pas tout à fait formés, ou en tout cas qui évoluent, Byzance à côté semble être quelque chose qui file dans le temps et un peu immobile presque. Et donc j'ai eu une enseignante qui a su, je pense, montrer tout l'intérêt idéologique en fait de cet empire. Ça a été tellement fort chez moi que du coup j'avais énormément de mal à apprendre le reste, c'est-à-dire à me concentrer sur les événements, les dates, parce que pour moi l'intérêt il était simplement dans ce qu'on appelle du coup l'idéologie et peu dans les faits, alors que bon évidemment on a besoin des deux, mais en l'occurrence là je me suis vraiment concentrée là-dessus. Et la dernière raison, je pense que c'était un défi que je me suis lancée à moi-même. Un défi ? Oui, c'est-à-dire que pour moi la période médiévale c'est sans doute la plus difficile.
la plus complexe, sans dénigrer les autres périodes, mais voilà, je trouve qu'il y a au Moyen-Âge quelque chose de supplémentaire. Et donc je me suis dit, en ayant aussi observé des professeurs que j'ai eus médiévistes, qui étaient capables de vraiment jongler entre toutes les périodes sans aucun souci, que si j'allais vers cette période, peut-être je serais plus à l'aise sur le reste. Donc je suis allée vers la période en fait qui me faisait le plus peur. C'était clairement presque du masochisme, mais il y avait vraiment cette notion de défi que je me suis imposée. Toutes les voies sont bonnes pour arriver au Moyen-Âge, C'est même ça. les plus compliquées. Alors, on a déjà parlé quelques fois, comme je disais, de Byzance dans ce podcast, mais c'est un espace qu'on connaît effectivement encore trop peu. Donc, je te propose, Laurine, qu'on pose bien le cadre spatio-temporel pour les gens qui nous écoutent. Donc, quelle époque et quel espace géographique est-ce que tu as étudié ? Alors, en termes d'époque, on est sur fin 11e et 12e siècle. En gros, pour faire simple, 1080-1180 pour les dates. En termes de géographique, on est vraiment sur l'Empire, c'est-à-dire qui comprend des territoires de la Turquie actuelle, mais aussi une partie de la Grèce. Par exemple, sous Alexis, l'Empire va de Belgrade, il englobe la Grèce, la Crète, et tout le pourtour en fait de la mer Noire, et une partie de la mer Méditerranée, ce qui fait qu'on a un empire qui est sur un emplacement pleinement stratégique. Et sous Manuel Comnène, qui est un des derniers empereurs, on a un ajout, on va dire, de territoires proches des États latins d'Orient, qui vont être fondés après la première croisade, jusqu'au comté d'Édesse, et des ajouts de territoires de Serbie actuelle. Donc on est sur un espace qui est quand même relativement vaste, avec du coup des populations qui sont relativement différentes, elles aussi. Je sais que là, c'est compliqué de te demander ça, mais déjà, est-ce que tu peux déjà nous citer quelques grands événements de cette époque ? On va en reparler, bien sûr, plus en détail quand on va parler de la famille Comnène, mais déjà, est-ce que tu peux nous donner, on a donné l'espace géographique, maintenant, il nous faut une petite chronologie, déjà, d'événements qui sont importants pour ces siècles. C'est difficile parce que c'est vraiment des processus, dans la mesure où l'Empire est en place depuis longtemps, c'est des processus qui se voient sur le temps long. Parce que du coup, l'Empire, effectivement, on l'a pas dit, mais ça fait combien de temps qu'il est en place ? Alors là, pareil, ça dépend de chaque byzantiniste va donner sa propre définition. Déjà, on peut dater de ça de la fondation de Constantinople, 330, autour de ça. Il y a déjà un petit prémisse, mais c'est encore l'Empire romain. Donc peut-être, je dirais, à partir du 5e, 6e, 7e siècle même, où là, on a vraiment un détachement qui se fait et un empire qui existe indépendamment du reste. Donc là, du 7e jusqu'à la fin du 11e siècle, ça fait déjà donc plusieurs siècles qu'on est bien installé, effectivement. Donc là, on est dans un processus un peu long, là où on voit que si on regarde sur l'Europe occidentale, notamment donc pour ce qui est l'espace français, on a eu les Mérovingiens, on a eu les Carolingiens qui s'enchaînent, et puis le royaume qui bouge beaucoup, alors que là, tu nous dis qu'à Byzance, déjà, on est un peu plus stable en partie. Oui. En tout cas, ça, c'est ce qui semble quand on veut étudier cet espace-là. On se dit, OK, il y a une espèce d'immobilité comme ça qui rend la chose plus fascinante, je trouve. Malgré cet immobilisme peut-être apparent, qu'est-ce qu'on a donc comme événement ? Pour la période qui touche de près les Comnènes, on a la fin d'une dynastie assez célèbre, qui est la dynastie des Macédoniens. On va avoir aussi une célèbre bataille qui s'appelle la bataille de Manzikert en 1071, donc qui oppose l'empereur byzantin face aux Turcs seldjoukides, qui vont être vraiment la menace principale pour l'Empire. J'aimerais bien faire un épisode sur les seldjoukides. D'ailleurs, si quelqu'un travaille sur le sujet, contactez-moi. J'aimerais beaucoup parler de ça aussi dans le podcast. C'est une bataille qui va être un échec pour les Byzantins, puisque l'empereur va être emprisonné. Et s'ensuit ensuite une série de petits règnes, mais sans grande stabilité. Donc quand les Comnènes arrivent au pouvoir, ils héritent d'un empire qui a été rongé sur sa partie ouest par les Normands qui ont pris des territoires de l'Italie, qui étaient des anciennes possessions byzantines. Oui, là, les gens, accrochez-vous, effectivement, les Normands étaient en Italie, on en parlera peut-être un peu plus un jour, c'est compliqué cette histoire, mais oui, tout va bien. Voilà, donc sur la partie ouest, et sur la partie est aussi, par les Turcs. Donc, ils vont chercher à non pas redorer un empire ou le relever, parce qu'on n'est pas non plus dans une situation critique, mais en tout cas garantir une stabilité par des réformes notamment monétaires, financières, administratives. C'est nous, ça, les Byzantins ? Personne ne nous appelle comme ça. Nous, on est l'Empire romain, tout simplement, même si on parle grec. Capitale, Constantinople. Ah oui, parce que à l'ouest, quand ils parlent de la chute de l'Empire romain, ils ont un peu tendance à oublier que c'est leur moitié qui s'est effondrée. Nous, on est toujours là. Et on est bien là. Et ça fait 500 ans qu'on est encore là. Et je vous parie qu'on est encore là pour longtemps. Alors justement, cette famille, les Comnènes, d'où est-ce qu'ils viennent ? Comment est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir ? Alors tu as dit effectivement, il y avait un peu d'instabilité politique, mais déjà cette famille elle-même, d'où est-ce qu'elle vient ? Alors, elle est issue de l'aristocratie militaire. Elle est peut-être originaire de la région de Kôm, en Thrace, et elle finit par s'installer en Paphlagonie, qui est une région de l'Asie mineure,
Mais je dis elle semble être, puisque là aussi on n'est pas tout à fait sûr. Toujours est-il qu'il y a des prémices de leur accession au pouvoir, c'est-à-dire on n'arrive pas avec Alexis Ier en 1080 comme ça. Déjà sous le règne de Basile II, on a des émissaires impériaux qui sont affiliés à la famille Comnène. Donc Basile II, donc de la dynastie précédente, c'est ça? Oui, donc on a notamment un émissaire qui s'appelle Manuel Erotikos Comnène, qui va graviter autour de ce pouvoir impérial et qui va avoir 2 fils, Isaac et Jean. Il s'avère que l'empereur en place à ce moment-là est jugé inapte à remplir son devoir, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc c'est Isaac qui va être élu par l'armée pour prendre sa place. Bon, ce sera un règne très court puisque la population sera relativement mécontente, etc. Mais il y a une continuité de la famille en la personne de son frère, donc Jean, qui est marié avec une femme qui s'appelle Anne d'Alacène et avec qui il va avoir plusieurs enfants et qui, elle, en fait, va œuvrer pour faire des mariages vraiment stratégiques et qui va amener, en fait, progressivement la famille sur le trône. Donc, son accession, en fait, est quasi due au pouvoir, en tout cas à la réflexion d'une femme. Donc elle va établir des mariages stratégiques et marier certains de ses enfants à des membres de la famille des Doukas, qui est une famille très influente, qui va arriver plus ou moins sur le trône, en tout cas qui va jouer de ces influences-là. Et donc Alexis Ier, qui aura épousé une femme de la famille Doukas, parviendra à monter sur le trône grâce à ce mariage. Bon, alors je dis déjà, on mettra sur le site passionmédiéviste.fr, dans l'article qui accompagnera l'épisode, on mettra un arbre généalogique, on vous mettra les noms. Donc désolé, effectivement, il va y avoir beaucoup de citations de noms dans cet épisode, mais si vraiment vous êtes perdu, allez voir en même temps que vous écoutez l'épisode sur le site, je vous mettrai un arbre généalogique que vous pourrez suivre en même temps. Et peut-être rajouter, quant au cadre spatio-temporel, le prisme qui m'a été le plus utile, en tout cas mon fil rouge un petit peu, c'était le contexte des croisades. Ah. Là, on est sur la première et la seconde croisade. La première, donc 1095, appel du pape Urbain II à Clermont, suite à un appel à l'aide de l'empereur byzantin, Alexis, qui va en fait demander au pape de lui envoyer des contingents, plusieurs des chevaliers, etc., pour venir l'aider à contrer les menaces turques. Ce à quoi le pape va répondre donc par cet appel qu'on connaît, et ça va prendre une proportion en fait que Alexis lui-même n'avait pas mesurée, puisqu'il se retrouve avec des hordes entières de pèlerins, des barons, des seigneurs aux portes de sa ville. Et la deuxième croisade, elle se déclenche après la prise du comté d'Édesse par l'Atabek, c'est-à-dire le sultan Seldjoukide Zengi, en 1144. Et le comté d'Édesse est situé dans les États latins d'Orient. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les États latins d'Orient, j'en avais déjà parlé dans ce podcast avec Florian Besson, mais alors il y a fort longtemps, mais on en avait parlé justement, donc allez voir aussi pour ça, c'est vrai que... Mais donc oui, là effectivement, on voit que le contexte de la croisade, là, a fait des effets. Exactement, c'est surtout que en fait, ça a déclenché une rencontre en fait, entre deux mondes, un monde occidental et un monde oriental, qui n'étaient pas non plus complètement séparés. Mais en tout cas, ça a forcé les individus à composer les uns avec les autres. Et c'est ça qui était le plus intéressant, c'était de voir quelles étaient finalement les évolutions qui jaillissaient en fait de cette rencontre, qu'elles soient culturelles, idéologiques, politiques, etc. Oui, parce que du coup, les croisades passaient par l'Empire byzantin pour du coup ensuite aller vers Jérusalem. Exactement. Et tout ça. Ouais. C'était un relais en fait. Un relais, ensuite, soit il y allait par la terre, soit par la mer, ça dépendait. Oui, on voit que les croisades, effectivement, on a toujours l'esprit de oui, c'est pour libérer Jérusalem. Alors au début, ça a été plus compliqué que ça quand même. De base, le but de la croisade, c'est pas celui-ci, c'est vraiment venir aider l'empereur byzantin. Simplement, voilà, pour le pape, c'est aussi un prétexte pour aller plus loin, puisque Jérusalem avait été repris, elle n'était plus sous possession chrétienne. Il s'est dit, autant faire une pierre deux coups, entre guillemets, et donc il a réussi à motiver des armées entières, en fait, et des pèlerins entiers, des femmes, des enfants, pour aller expier leurs péchés, être pardonnés et obtenir le salut. Oui, c'est tout un programme, effectivement. Oui, c'est important d'avoir en tête, effectivement, le contexte des croisades quand on parle donc des Comnènes à Byzance. Alors, si on revient justement aux Comnènes, combien de temps a régné cette famille ? Alors, c'est une famille qui reste globalement 100 ans sur le trône. Et est-ce que c'est peu ou beaucoup pour l'époque et par rapport aux autres dynasties ? Alors, c'est long, mais c'est pas inédit. C'est-à-dire que si on reprend les Macédoniens dont on a parlé, eux, c'est environ 200 ans. Oui, donc ouais. Bon, c'est quand même... Ça reste correct, mais c'est pas non plus complètement inédit. Les règnes individuels sont d'une 30aine d'années environ, ce qui est pas négligeable quand même. Alors, comment ils ont fait pour régner ? Alors, c'est là qu'on rentre vraiment dans de l'idéologie. C'est-à-dire vraiment cet ensemble de croyances, de coutumes, de convictions. Et de discours aussi, j'imagine. De discours, bien sûr, qui encadrent des comportements individuels ou collectifs.
à Byzance, ce discours idéologique, il est très fort. C'est-à-dire qu'on a des principes de base, une espèce de cocktail magique qui fait que ça fonctionne. Les Comnènes vont donc s'appuyer sur ces éléments-là, puisqu'ils sont garants en fait de la légitimité du pouvoir. Donc qu'est-ce que tu entends justement par ces éléments, par ces principes? Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en a 3 fondamentaux. Le premier, c'est la position de chef armé. Donc ça, c'est quelque chose qui est hérité de l'Empire romain, puisqu'il y a beaucoup d'héritage romain à Byzance. Et donc, quand on veut contester le pouvoir en place à Byzance, on s'y prend de 2 manières. Soit par ce qu'on appelle une conspiration palatine, donc c'est vraiment en interne dans le palais, soit par la force armée. La prise du pouvoir d'Alexis, par exemple, elle s'inscrit là-dedans. C'est visible dans les écrits de sa fille, Anne Comnène, qui n'hésite pas à le comparer à Alexandre le Grand. Donc voilà, en termes d'ego, bon, après ça reste sa fille, donc l'objectivité n'est pas la plus totale, mais pour preuve que c'est quand même un élément extrêmement important. Donc quand Alexis est élu par l'armée, c'est toujours pareil, c'est à chaque fois qu'on a un empereur un peu faible, etc., les usurpations de pouvoir, elles se font relativement facilement. Donc il est élu, il revient à Constantinople, donc il prend le pouvoir de force. Mais attends, ça veut dire qu'il est élu et prend le pouvoir de force à la fois? Il est élu par l'armée. Ah. Il est élu par l'armée, mais il lui faut récupérer les clés du palais, si j'ose dire. Donc il se rend à la capitale avec son armée, et là il peut prendre le pouvoir. Donc c'est vraiment, voilà, on voit toute la symbolique en fait de ce chef armé. Et d'ailleurs, les empereurs byzantins, et notamment les Comnènes, vont se servir même de victoires militaires, de batailles, etc., pour non seulement légitimer, mais garantir leur pouvoir. Donc on a toujours des empereurs, ou quasi toujours. Par exemple, si on prend Jean II Comnène, le successeur d'Alexis, il passe les 3/4 de son règne en campagne. Donc pour preuve que c'est vraiment un élément idéologique très fort. Le second, c'est le défenseur de la foi, de ce qu'on appelle l'orthodoxie, donc c'est la religion de l'Empire. À Byzance, l'empereur se place dans un principe d'interdépendance entre l'État et l'Église, c'est-à-dire que ça n'est absolument pas dissocié. Il est lieutenant de Dieu sur terre, il est intercesseur entre Dieu et les hommes. Alexis, par exemple, se fait appeler le 13e apôtre, donc c'est lourd de sens. Et en vertu de son rôle au sein de l'Église et de la nature de son pouvoir issu de Dieu, il n'est pas surprenant que l'empereur byzantin s'appuie vraiment sur cette religion pour légitimer son pouvoir. Alexis, par exemple, consacre toute une partie de son règne à la répression des hérésies. Manuel va faire des commandes auprès de canonistes, notamment un canoniste qui s'appelle Théodore Balsamon, pour venir légitimer et lui donner une prérogative qui était jusque-là réservée aux prêtres, ce qu'on appelle un charisme épiscopal. Donc en gros, parce qu'il est empereur, et du seul fait qu'il est empereur, il a un droit d'intervention dans des questions théologiques, voire dogmatiques. Voilà. Donc on comprend vraiment le lien indéfectible entre la religion et l'empire. Et du coup, le 3e principe, c'est quoi? Et le 3e principe, il est moins important, mais c'est une tradition, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'empereur réformateur, tout simplement. Donc entamer des réformes, sous Alexis, typiquement monétaire, avec un système de ce qu'on appelle la pronoia qui se met en place. Donc c'est vraiment des empereurs qui vont chercher à rétablir l'empire. C'est pour ça qu'on parle souvent dans les écrits historiens de rénovation sous les empereurs. En réalité, c'est un phénomène qui est relativement long. Quand il dit rétablir l'empire, il parle de rétablir quel empire? Je veux dire, c'est en référence à un modèle? Oui, en fait, il y a un modèle. Il y a un modèle qui est celui du reflet du royaume céleste. On aura l'occasion d'y revenir sans doute, mais il y a un principe idéologique qui fait que pour les Byzantins et pour l'empereur, l'empire est au centre du monde. Et tout ce qui est autour, tous les États, gravitent. C'est vraiment l'idée d'une constellation, c'est-à-dire l'Empire et le Soleil, et tous les États qui gravitent autour, qui sont sous leurs influences, sont comme des planètes en fait, qui tournent autour de ce Soleil. Donc en vertu de ça, ils se doivent de garantir une stabilité, une prospérité, etc. Mais du coup, tout le discours idéologique pour s'affirmer, tu l'as dit effectivement, de se présenter comme le chef en armes et de se présenter comme serviteur de Dieu, ça sert à convaincre qui en fait? Est-ce que c'est seulement les élites? Est-ce que c'est le peuple en général? Ou est-ce que c'est juste poser un discours pour être dans la longévité? C'est un peu tout ça en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un principe à Byzance qui fait que l'Empire existe indépendamment de l'empereur. C'est là toute la différence avec l'Occident, par exemple. L'Occident, vraiment, l'État, il est fondé sur... c'est une fondation familiale, presque étatique. À Byzance, l'Empire existe indépendamment de l'empereur. Et donc, si l'empereur n'est pas capable d'assumer ce rôle-là qui lui a été délégué temporairement, dans ce cas, il est facile de le déposer. Il y a un principe dynastique à Byzance, mais il relève d'une tradition. C'est pas institutionnalisé. Ce qui fait qu'on a énormément de coups d'État à certaines périodes, etc. Et donc, s'il ne remplit pas ces conditions-là, s'il n'arrive pas à convaincre les élites, la population qu'il est apte à gérer, en fait, cet empire, il peut être déposé et qualifié de tyran. Donc là, le fait que la famille ait duré un certain moment, que les règnes étaient quand même plus ou moins stables, est-ce que c'est lié à ce discours ou pas seulement ?
Oui, c'est complètement lié à ce discours, c'est-à-dire c'est des empereurs qui ont réussi pour la plupart, sauf le dernier, mais on aura l'occasion d'y revenir, à convaincre. Et d'ailleurs, cette volonté de convaincre, elle est visible dans les textes, notamment dans les testaments. Quand on élit, quand l'empereur qui va mourir élit son successeur, en général un de ses fils, encore une fois c'est une tradition et pas une règle, il va s'adresser aux généraux militaires qui sont présents avec lui et leur dire, vraiment dans un discours qui est extrêmement construit, voilà pourquoi ce sera lui, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre mais je pense que c'est le plus apte de tous mes enfants, pour garantir une stabilité, un équilibre, c'est vraiment nommé dans les sources. Le système de primogéniture à Byzance... Donc le fait de choisir le premier homme. Voilà, il n'est pas forcément toujours rempli. Dans le cadre de Manuel, par exemple, Jean II avait 2 fils. Il choisit Manuel parce qu'il estime, et ça c'est marqué dans le testament, qu'Isaac est trop impétueux en fait. Trop sanguin, littéralement. Et donc que Manuel serait plus apte parce que plus posé, plus réfléchi. Mais on n'a pas eu de cas où c'est plutôt justement un frère qui a été écarté, qui a voulu revendiquer le pouvoir ? Oui, donc il y a des contestations de pouvoir qui sont visibles sous les Comnènes, notamment avec le dernier empereur, qui s'appelle Andronic Comnène, qui est le cousin de Manuel Ier, qui, dès le moment où son cousin monte sur le trône, on a déjà des contestations. C'est-à-dire qu'il va saper son autorité, il est emprisonné plusieurs fois, il s'évade, donc il y a un rapport qui est assez particulier entre les deux. Quand celui-ci meurt et que c'est le fils de Manuel Ier Comnène qui monte sur le trône, Alexis II, Andronic va chercher en fait à s'emparer du pouvoir progressivement. C'est-à-dire qu'au début, il va quand même le protéger, etc. Et au fur et à mesure, il va y avoir quand même certaines ambitions personnelles qui font que Andronic va usurper le pouvoir, va le renverser, va l'assassiner et monter sur le trône à sa place. Et aussi pour revenir sur les raisons de cette longévité de cette dynastie, revenons un petit peu sur comment elle exerçait le pouvoir, parce que moi, ça me fascine toujours de comment une famille, comment une dynastie arrive à maintenir un empire. Parce qu'on voit quand même qu'en Europe occidentale, l'empire carolingien, même s'il était très très bien, il n'a pas duré très très longtemps, il était très morcelé. Là, comment est-ce que les Comnènes réussissent à maintenir une certaine unité dans l'exercice du pouvoir sur l'empire ? En fait, c'est lié aux 3 socles idéologiques dont on a parlé. Ça va vraiment être leur fer de lance. En plus de ça, il y a sous les Comnènes une nouveauté, on va dire, en tout cas une évolution qui est vraiment poussée à son paroxysme, c'est ce qu'on appelle le principe dynastique. Ce n'est qu'avec les Comnènes, à partir de la fin du XIe siècle, que l'Empire vraiment va s'identifier à une famille et va composer avec la légitimité du droit du sang. Auparavant, c'était pas tellement le cas. La mise en place d'une dynastie, bien sûr, elle est antérieure aux Comnènes, on a parlé des Macédoniens tout à l'heure, mais il n'y a vraiment aucun principe qui est reconnu. Et pour expliquer ce processus, en fait, il faut se plonger dans les racines antiques de Byzance, qui perpétuent l'idée qu'au sein de l'Empire, le pouvoir se reçoit par délégation divine et aussi reçu du peuple. Et donc, il y a un double principe de succession. On succède à la fois à l'empereur d'un point de vue chronologique, mais on lui succède aussi dans un rôle, on a eu l'occasion d'y parler. Avec les Comnènes, l'Empire va devenir presque un patrimoine familial qu'on va se léguer petit à petit. On va avoir par exemple la réforme de beaucoup de titres donnés, de beaucoup de charges en fait militaires, conseillers, qui vont être distribués aux membres de la famille, du cercle proche. Et en fait, le degré d'influence de ces personnages va être calculé en fonction de leur proximité avec l'empereur. Donc là, il y a un vrai changement par rapport à ce que tu nous disais juste avant. Comme quoi, en fait, l'Empire existait et on était élus. Là, il y a un vrai changement par rapport à ça. Les Comnènes nous disent « Ah, en fait, non, l'Empire, il est à nous ». En fait, le problème de Byzance, de l'Empire byzantin, de l'idéologie de l'Empire byzantin en général, c'est que c'est un mélange de grec et de romain. C'est-à-dire que chez les Romains, c'est très carré, c'est écrit. Chez les Grecs, c'est plus... En tout cas, dans les sensations que j'avais, ça virevolte un peu plus, quoi. C'est-à-dire, il y a la tradition, la coutume et la règle. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile. Il y a un discours qui est traditionnel et il y a des apports, notamment avec ces empereurs-là, qui font que ça ne nie pas le discours traditionnel, mais ça le transforme légèrement. Mais toujours est-il qu'après tel ou tel empereur, on peut revenir à des choses plus traditionnelles. Enfin, c'est assez, je vais pas dire libre, parce que c'est pas libre, mais ça change. Voilà. On parlait de l'appui de Dieu tout à l'heure. Cet appui de Dieu, c'est pareil, il s'inscrit sur la descendance, c'est-à-dire que finalement Dieu donne son approbation notamment pour l'empereur, par le biais de victoires militaires, etc. Mais aussi, s'il choisit de lui donner une descendance. Donc tous les enfants en fait qui vont naître de l'union impériale sont presque choisis par Dieu également. Ils sont élevés dans une salle qu'on appelle la porphyra. C'est des enfants qui s'appellent porphyrogénètes. Les murs en fait de cette salle étaient d'une couleur porphyre en fait, donc c'est du bordeaux, ocre, voilà. C'est les couleurs impériales. Donc on a vraiment une idée de filiation divine en fait qui se fait à ce moment-là. On va chercher des ancêtres
illustres, Constantin les 3/4 du temps. On a le même principe en Occident avec Clovis, Charlemagne, ensuite pour nos rois. Voilà, c'est un peu ce système-là qui fait que le principe dynastique et l'utilisation de ce qu'on appelle la parentèle va connaître un degré un petit peu nouveau. Et la politique matrimoniale, du coup, va être établie en fonction de ces nouveautés. On va avoir des mariages de plus en plus stratégiques. Et on parlait d'Anne d'Alacène tout à l'heure. C'est un peu une Catherine de Médicis, quoi. C'est-à-dire que c'est une femme qui va chercher à tisser une espèce de toile, comme ça, avec les familles les plus influentes, pour garantir une stabilité et la pérennité, en fait, de sa descendance, quelque part. La seconde façon qu'ils ont de garantir cet équilibre dont on disait, ça va être par l'aristocratie militaire dont ils sont issus. Ils vont chercher vraiment à contenter les généraux, etc. Et donc, si l'armée est de leur côté, en général, le reste suit. Et enfin, la dernière nouveauté, pour moi, ce sont les apports avec l'Occident. Et c'est là que c'est vraiment assez intéressant à observer. On va avoir des échanges de manuscrits, des latins qui vont venir à la cour. Donc, il va y avoir tout un rapport qui fait que l'Empire va, j'allais presque dire, vivre avec son temps, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose d'un repli sur soi, au contraire. On est sur une confrontation qui au début est forcée, puisque Alexis ne s'attendait pas à ça, mais qui ensuite va être presque choisie, notamment par Manuel. Et donc voilà, c'est vraiment ces 3 éléments, les apports culturels, l'aristocratie militaire et le principe dynastique qui sont portés à des degrés plus ou moins nouveaux et qui, à mon sens, créent un cadre rassurant qui permet la pérennité de cet empire. Constantinople a été, entre le 4e et le 13e siècle, la ville la plus riche et la plus peuplée d'Europe, atteignant peut-être plus d'1 million d'habitants au Xe siècle, jalousée alors par les 2 grandes autres métropoles eurasiatiques de l'époque, Beijing et Bagdad. Au début du XIIIe siècle, on y compte encore 400 000 habitants, alors que Paris ou Londres à l'époque, on est sur du 25 à 40 000 pélos. L'écart aujourd'hui, en gros, entre Toulouse et Compiègne. Alors je propose qu'on revienne sur quelques membres les plus importants de cette famille. On en a déjà mentionné plusieurs. On va faire un petit moment mini-biographie dans ce podcast, un peu comme on avait parlé de Anne Comnène dans un autre épisode. Est-ce que déjà, Laurine, on peut revenir ensemble sur quelques membres importants de cette famille ? Alors, on les a déjà évoqués. Le premier, je pense que c'est Alexis, le fondateur. C'est un guerrier, un véritable guerrier, qui nous disent les chroniqueurs était très rusé, très malin. C'est un homme qui a combattu les hérésies, entre guillemets, qui était très soucieux de ça. Bien sûr, c'est pour servir des intérêts à la fois personnels, parce que si les hérésies se propagent dans l'aristocratie, ça peut créer un problème. Donc c'est quelqu'un qui, moi, m'est apparu comme assez pragmatique, vraiment tourné vers les réformes, très carré, quoi, presque. Son successeur, Jean II, il est aussi appelé Jean le Bon. Donc on voit que c'est un caractère qui est légèrement différent, quelqu'un peut-être d'un peu plus clément, d'un peu moins virulent, d'un peu moins stratégique. Mais il en reste que ça reste quand même un empereur important. Bien sûr, Anne Comnène, dont on a un peu évoqué l'importance. C'est quasi une historienne. Bien sûr, après, elle écrit les événements, notamment sur le règne de son père, 50 ans après les faits, en moyenne. Donc bon, il y a une objectivité qui est pas folle, il y a des erreurs, mais bon, si c'est 50 ans après, on peut lui pardonner assez facilement quand même. Et Manuel, je pense, qui est, en tout cas, qui a fait l'objet, moi, de mon second mémoire. Donc Manuel, c'est à quelle époque ? Manuel Comnène, on est sur 1143, 1180 à peu près. Donc vraiment le dernier tiers en fait de la dynastie en termes de longévité. Et c'est quelqu'un qui est vraiment fascinant parce qu'il va chercher à composer avec l'Occident d'une façon un petit peu nouvelle. On le qualifie souvent d'empereur latinophile. Parce qu'il organisait des tournois de joutes à l'occidental, Et ça se faisait pas normalement ? Très peu. Donc, en fait, moi, après, forcément, avec les croisades, il y a une confrontation et un échange qui avait commencé avec Alexis et qui, je pense, sous Manuel, a atteint un point nouveau. C'est un empereur qui va se lier d'amitié avec des souverains occidentaux, qui va épouser des princesses occidentales, enfin, une princesse occidentale. Donc, il y a un rapport qui moi, me fascinait parce que, en fait, on n'arrive parfois pas à déceler qu'est-ce qui relève d'une stratégie, c'est-à-dire d'une diplomatie qui est adaptée pour un peu stabiliser toutes les forces en présence et garantir la sécurité de son empire. Et qu'est-ce qui relève d'intérêt vraiment personnel, c'est-à-dire un attrait pour l'Occident. Et ça, encore aujourd'hui, des fois, c'est difficile parce que dans nos sources, même les chroniqueurs se positionnent. Et du coup, pour un chroniqueur, cette attitude va lui paraître condamnable, alors que pour un autre, elle est tout à fait louable. Donc, c'est assez difficile. Mais pour moi, c'était le personnage le plus
pas le plus mystérieux, mais le plus complet, le plus complexe en tout cas. Qui montre déjà une personnalité au-delà de la stratégie. Oui, une personnalité qui, à mon sens, était très visible dans les sources. En tout cas, que ce soit pour une vision négative de certains chroniqueurs ou au contraire très positive, notamment chez les chroniqueurs latins, qui sont positifs parfois à l'encontre de Manuel. Oui, on voit une vraie personnalité qui se dégage. Alors, on l'a déjà un petit peu teasé, et malheureusement, oui, le pouvoir des Comnènes, c'est fini à Byzance. Comment se passe la fin des Comnènes ? Alors, la fin est assez tragique. Assez violente. La fin de la dynastie se solde par la mort d'Andronic Comnène en 1185. La crainte permanente des traîtres dans son entourage qui l'animaient quotidiennement font qu'il devient vraiment parano. On peut parler de paranoïa. Il va torturer quotidiennement des gens qu'il prend pour ses ennemis. Il va y avoir énormément de corruption, etc. Ça va créer un mécontentement de la population. On va le déposer et on va le torturer de la même façon qu'il l'a fait pour ceux qui étaient, selon lui, conspirateurs. Donc on va lui arracher les cheveux, on va lui arracher les dents, on va lui couper la main, on va l'emprisonner, on va lui crever les yeux. Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup à Byzance, de crever... Non, c'est vrai, ouais, de crever les yeux, c'est... Je crois qu'on avait déjà parlé de ça, oui. C'est un principe, c'est une tradition, là aussi. Donc on va lui crever les yeux, on va tuer sa descendance. La fin vraiment de la dynastie, on va dire, de la première branche principale, elle est tragique. Ouais. Et après, par qui ils sont remplacés ? Par la dynastie des anges. Alors pareil, c'est toute une période où c'est-à-dire qu'on passe pas d'une dynastie à une autre tout de suite. C'est des règnes des fois très courts, il y a des usurpateurs, il y a des coups d'État. Donc c'est pas forcément une période très calme, on va dire. Mais de par leur politique matrimoniale très stratégique, en fait, ils sont en place pendant encore très longtemps, proches du pouvoir, pas sur le trône forcément, mais proches du pouvoir, parce qu'ils sont mariés aux familles qui elles-mêmes se rapprochent de l'empereur, etc. Donc il y a une certaine postérité, dans la mesure où ça reste une des familles influentes. Alors, est-ce que malgré donc, l'attitude très compliquée du dernier empereur, est-ce que les Comnènes ont une bonne image après, et quelle postérité est-ce qu'ils laissent ? Alors, en termes de postérité historiographique, c'est une période qui a été quand même étudiée. Les règnes sont pris dans leur globalité. Le seul problème, à mon sens, c'était que c'est souvent étudié d'un point de vue par le prisme des croisades, en fait. Il y a des ouvrages, évidemment, qui se consacrent pleinement à leur règne, mais même dans le discours, c'est souvent par la croisade, le comportement avec les croisés. Donc occidental aussi. Oui, beaucoup. Après, moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai pas pu, tout simplement parce que je ne lis pas le turc, etc. T'exagères, franchement, t'exagères. C'est facile, voyons, c'est facile. Oui, c'est facile comme tout. Donc, du coup, non, j'ai pas pu... il faudrait voir, en fait, dans cette historiographie-là, quelles images ils ont. Mais par contre, on a quand même beaucoup d'ouvrages, notamment, on en a 2, des excellentes monographies, une sur Manuel et une sur Alexis, qui, moi, m'ont beaucoup aidée. Et bien sûr, on a les écrits d'Anne Comnène, etc. Donc il y a une certaine postérité dans l'historiographie, mais je pense que certains règnes déjà souffrent d'être entre 2 personnages hyper importants, du style Jean II par exemple. On a très peu de choses sur lui parce que y a Alexis avant, Manuel après, c'est un peu les stars de la famille, donc lui au milieu, on en parle peu. Et ensuite, ce prisme des croisades qui font que c'est un peu biaisé par moments. Et toi, dans tes recherches, sur quelle source est-ce que tu as travaillé ? Alors, j'en avais pas énormément, ce qui peut paraître bien, mais qui en fait n'est pas super d'un point de vue de la recherche. C'est quand même un peu souvent le cas au Moyen-Âge, les sources, on a du mal. Très clairement. Là, pour Byzance, j'avais 2 chroniques principales. Une écrite par un fonctionnaire et historien qui s'appelle Nicétas Koniates, et un autre écrit par, un conseiller de la famille qui s'appelle Jean Kinamos. Et c'était contemporain ou c'est écrit après ? Historia, donc, qui est l'œuvre de Nicétas Koniates, elle couvre la période entre 1118 et 1206, et elle a été écrite vraiment à la fin du XIIe siècle. Donc, c'est plus ou moins postérieur. Par contre, sur les règnes de Manuel Comnène, on ne sait pas tout à fait, mais on pense que ça a été vraiment contemporain. Là aussi, la datation, elle est très difficile à faire. Dans le cadre de Jean Kinamos, donc, qui était le chroniqueur et secrétaire de l'empereur Manuel Ier Comnène, là aussi, c'est des écrits qui sont plus ou moins contemporains. Heureusement, on a la chance d'avoir des ouvrages qui sont compilés. Donc, ce qui fait que j'avais vraiment un livre, en fait, par chroniqueur, plutôt que d'aller chercher à droite à gauche. Et au-delà de ces 2 sources byzantines et des quelques discours, éloges impériaux écrits par d'autres personnages qui m'ont un peu aidée, j'avais évidemment des sources occidentales, puisque mon sujet, en fait, traitait de la rencontre un petit peu entre les deux.
Et donc j'avais des chroniques du style Guillaume de Tyr, Odon de Frézin, Odon de Deuil, etc. qui m'ont permis du coup d'avoir un regard un peu différent en fait, d'avoir les deux pans sur la vision de l'empereur et sur la vision des Byzantins qui parfois n'est pas la même. Moi, j'imagine qu'aussi tu t'es appuyé en partie sur les écrits de Anne Comnène, sur les écrits de son père là sur le discours ou pas du tout ? Oui, dans le cadre du premier mémoire, où là je traitais vraiment, j'avais un regard très centré sur l'Empire, vraiment, j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait autour. Par contre, dans le cadre du second mémoire, qui était centré sur la ligne de Manuel Comnène et qui en même temps était ouvert sur le reste, là je m'en suis pas servi. J'ai pas eu à m'en servir, puisque les autres en fait étaient vraiment dédiés à ça. Et en quelle langue elles étaient ces archives et est-ce qu'elles étaient déjà éditées tout ça ou est-ce que tu as dû avoir un travail particulier dessus ? Heureusement, elles étaient traduites. Elles sont en grec ou en latin à l'origine. Elles ont été traduites. Pour celle de Jean Kinamos, elle a été traduite en français. Pour celle de Nicetas Cognates, il n'y a qu'une version anglaise. Donc c'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est extrêmement chronophage. Surtout dans un texte aussi littéraire qu'une chronique, pour déceler l'ironie, les métaphores, les figures de style, ça a été très compliqué. À partir du moment où c'est en langue étrangère, c'est déjà un travail supplémentaire. Et là, tu en as déjà un petit peu parlé, mais quelles difficultés est-ce que tu as eues pendant tes recherches ? Alors, j'en ai eu, je pense que c'est selon 3 ordres. La première, donc c'est les sources et l'historiographie en elle-même. Comme je disais, le fait que ce soit en langue étrangère, ça crée vraiment un exercice supplémentaire qui des fois était pénible. Et donc il y avait une espèce de frustration comme ça à se dire bon, est-ce que là je peux me permettre d'aller à la page suivante ou est-ce que vraiment je vais louper un mot-clé que je verrai tout de suite si c'était en français par exemple. Mes ouvrages aussi, là vraiment historiographie, les 3/4 étaient en anglais ou en italien. Et c'est tant mieux puisque c'est les 2 seules langues que je parle. Donc, oui, ça va, c'est pas mal. J'ai dû me restreindre à une historiographie britannique, anglophone en général et italienne. Et donc les ouvrages très conséquents, typiquement la biographie sur Manuel Ier Comnène, elle a été écrite par un historien britannique qui s'appelle Paul Magdaleno. Et c'est une brique. Enfin, vraiment, c'est un très gros morceau. C'est très dense, très littéraire. Et donc, de la même façon que pour mes chroniques, en fait, c'était difficile de comprendre le sens des fois. Donc, je passais un temps fou, en fait, à lire 2 pages. Alors que je pense que si le livre a été en français, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, c'est pas plus mal parce que ça m'a fait progresser énormément en langue, donc au final, il y avait du bon aussi. À côté de ces ouvrages très denses, il y avait bien sûr le manque d'objectivité des sources. Ça, c'est le lot de toute personne qui fait de la recherche en histoire. Donc savoir démêler, voilà, le vrai du faux. Oui, sachant que c'est compliqué de savoir le vrai, en fait, quand même, en histoire, même surtout sur Byzance. Heureusement, on le fait de croiser. Oui, si on a une bonne technique de croisement des sources, moi, je le faisais par un système de tableaux. Où je mettais mes thématiques dans la colonne horizontale et verticale, je mettais mes sources et je complétais en fait petit à petit le tableau et ça me permettait de dégager les grandes tendances. Et donc au-delà de cette objectivité, cette recherche, cette traduction, il y avait le problème de l'accessibilité. J'étais en période Covid, donc même avec le prix entre bibliothèques, etc., il y avait certains ouvrages qui étaient complètement inaccessibles parce qu'ils étaient aux États-Unis, parce que, vraiment, ça a été difficile, même de les voir à Paris et tout, on pouvait pas se déplacer, donc c'était assez contraignant. La seconde difficulté, c'était se détacher de certains consensus établis par des historiens, et personnellement, c'était ce qui a été le plus difficile pour moi au cours de ces 3 ans de recherche, puisque j'ai fait mon Master 2 en 2 ans, de proposer un avis différent de ce qui avait déjà été fait. Quand on touche là à des questions de légitimité, de confiance en soi, il y a un vrai tabou, je trouve. En tout cas, les gens n'osent pas trop en parler. Et pour moi, c'était limite plus difficile que le travail de recherche. Le fait de vouloir proposer quelque chose de nouveau ? Oui, de se dire, est-ce que je suis dans l'erreur ? Est-ce que mon travail est légitime ? Est-ce que ce que je fais est utile, en fait, tout simplement ? Donc ça, c'était la seconde difficulté. Et la dernière, ça relève plus de sensations et d'affect. Moi, je mets beaucoup d'affect dans ce que je fais et du coup, des fois, ça me posait quelques soucis d'objectivité. Donc, il fallait vraiment que je redescende pour me dire, ok, t'emballes pas, on va y aller doucement. Et de sensibilité, et j'allais même dire d'identité, puisque c'était un peu le cœur de mon mémoire, l'altérité, l'identité, tout ça. C'est-à-dire que Byzance, au collège et au lycée, c'est une part infime des programmes. Donc on arrive en licence en ayant très peu de bases, en fait, à quoi se raccrocher. C'est pour ça qu'on parle souvent de découverte chez les médiévistes, chez les byzantinistes plus largement.
On n'a rien qui fait partie de notre racine, de notre quotidien, etc. Donc on arrive dans un monde qui est complètement nouveau, et avant même de se lancer dans une recherche, il faut déjà juste comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là à ce moment-là. Alors que pour l'Occident, c'est pas forcément plus simple, mais on arrive avec des bagages, je pense, supplémentaires, où on se dit « Ah mais oui, mais ça je vois très bien », ou ça je l'ai vu dans mes années précédentes, etc. Donc c'était vraiment mes 3 difficultés principales. Oui, comme on voit comme les gens qui travaillent sur un territoire qu'ils connaissent, comme l'épisode que j'avais fait sur l'architecture gothique en Bourgogne, où mon invité connaissait déjà un petit peu l'endroit et tout ça. Donc là, effectivement, toi, tu étais vraiment en découverte totalement d'un endroit. Oui, et même au sein de ma promotion de master, j'étais la seule étudiante, quasi la seule, qui travaillait sur un territoire, j'allais pas dire hors de France, mais hors de ma région, de l'Occitanie en fait. C'était très ciblé, c'était très régional. Et donc moi je suis arrivée avec mon sujet qui sortait vraiment de nulle part presque. Et donc je voyais bien qu'il y avait une différence dans l'accessibilité. Alors ça rend pas leur sujet moins difficile, parfois au contraire, puisqu'il faut arriver à se détacher encore plus. Mais pour preuve que c'est des études qui sont un sujet qui est rarement choisi. Parce que je pense qu'il y a ce côté inconnu et tout ça qui fait qu'on y va peut-être moins. Et toi, du coup, depuis que tu as fini tes mémoires, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je travaille dans un musée en tant que contractuelle au couvent des Jacobins à Toulouse. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Mais non, il me suit sur Instagram. Est-ce que c'était toi ou pas qui me suivait du coup ? Ah non, c'est pas moi qui gère la communication. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fais du coup au musée ? En fait, c'est un contrat étudiant et je suis agent d'accueil, surveillance, et j'ai fait quelques petites visites guidées par-ci par-là. Mais voilà, c'est un boulot qui est temporaire pour l'instant. Et à terme, j'aimerais élaborer un projet de thèse, en fait, simplement, et passer, à obtenir le grade de maître de conférence. Mais c'est un milieu qui est très bouché, surtout sur Byzance, donc pourquoi pas voyager, partir en Italie, ou travailler dans de la vulgarisation historique, dans du journalisme, dans des journaux historiques, etc. Donc, c'est cool, t'as plein d'envies différentes. Oui. Alors, pour finir, justement, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier Byzance ou même la famille Comnène ? Le conseil que je donnerais, c'est de vraiment, avant de se lancer, poser un cadre chronologique, géographique, parce que c'est ce qui est le plus compliqué. Il y a tellement de territoires qui bougent, etc. Donc vraiment, savoir d'un point de vue géographique où on est. En termes d'ouvrages, il y a les 2 biographies dont j'ai parlé, celle sur Alexis et celle sur Manuel. Il y a une excellente thèse qui a été publiée de Marc Carrier qui étudie, ça s'appelle L'autre pendant les croisades, donc les Byzantins vus par les chroniqueurs croisés, qui vraiment touche à des questions d'identité médiévale, d'altérité, comment on conçoit l'autre, comment on le reçoit à sa cour, la diplomatie. Donc cette thèse-là est très, c'est accessible, ça se lit facilement. Et ensuite, on a les ouvrages classiques, Chénet, Jean-Claude Chénet, Alain Dusselier sur les Byzantins, qui a une approche un peu thématique. Et aussi, peut-être le dernier, à la lecture des sources. Souvent, faut pas hésiter à regarder ce que les historiens en fait ont pensé de ces sources-là. Il y a des critiques, juste des articles en fait qui se consacrent à la source et qui disent là il y a telles erreurs, là il faut plus le comprendre comme ça. Et donc en croisant en fait, on arrive à s'insérer un petit peu dans une compréhension qui est peut-être plus facile. Donc les sources, c'est bien de les prendre avec détachement et sans avoir trop lu autour pour être objectif. Par contre, si on a le moindre doute, c'est bien de penser à vérifier ce que les historiens ont pu dire eux-mêmes dessus. C'est toujours bien de croiser ses sources. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez qui étaient les Comnènes à Byzance. Vous savez vraiment, vous pouvez situer, mais oui, voyons, tu connais pas la famille qui a dirigé l'Empire byzantin, les Comnènes, vous en savez beaucoup plus. Donc merci beaucoup Laurine Martin, c'était vraiment passionnant. Et merci beaucoup et bonne continuation pour tes recherches et j'espère peut-être une thèse, on verra. Merci beaucoup. Merci à toi. Et auditeurs, auditrices, vous savez, comme d'habitude, je vous l'ai dit, il y aura donc un article qui accompagne cet épisode. On vous mettra des arbres généalogiques. Je vous remettrai tous les conseils de lecture de Laurine. Je vous mettrai là des cartes, plein de choses, des petits résumés. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Si le sujet du jour vous a intéressé, eh bien donc je vous ai dit, il y a l'épisode 67 sur Byzance au 9e siècle, c'était un peu le prequel de ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y avait l'épisode sur Anne Comnène, donc vraiment consacré seulement à cette princesse-là. Il y a donc l'épisode aussi sur les États latins d'Orient, donc là on est un peu plus en Orient avec Florian Besson, on avait parlé de ça.
Mais n'hésitez pas aussi à aller voir tous les autres épisodes de Passion médiéviste. Oui, là je commence à en avoir fait pas mal, hein. Vous avez quand même beaucoup de choses. Et à chaque fois les gens me disent mais je sais pas comment commencer ton podcast, par quel épisode. Vraiment ce que je vous conseille c'est regarder la liste des sujets. Et s'il y en a un qui vous titille le cerveau, vous vous dites ah tiens c'est quoi ? Eh bien écoutez celui-là. Parce que vraiment, chacun a ses sensibilités différentes, chacun a ses sujets de prédilection. Que vous aimiez l'histoire de l'art, l'histoire culturelle, l'histoire religieuse, l'histoire politique, l'histoire sociale, il y aura forcément des choses pour vous plaire, donc allez voir tout ça. Et aussi, n'hésitez pas à aller écouter mes autres podcasts. Donc j'ai Passion moderniste sur l'époque moderne. Oui, c'est une époque un peu chelou, c'est 1500, 1800, mais il y a plein de choses passionnantes. Et j'ai aussi Passion Antiquité, avec un S à Antiquité, on n'oublie pas. Il y a toujours un S à la fin de mes noms de podcast, de toute façon. Donc Passion Antiquité sur les Antiquités. Là, vraiment, on explore plein d'espaces géographiques différents et d'époques différentes aussi. Et aussi d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais sur mon site, eh bien, vous le savez peut-être, mais de temps en temps, je commence à proposer des événements liés au podcast, des enregistrements en public. Eh bien, sur mon site, sur la page d'accueil, il y a un petit lien pour aller voir la page événements. Donc n'hésitez pas, même si vous écoutez ce podcast longtemps après sa diffusion, à aller voir. Peut-être qu'il y a un enregistrement bientôt qui est prévu pas loin de chez vous. Et donc si vous voulez voir un peu comment se passe un enregistrement en public, c'est le moment. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, on parlera des combattants dans les manuscrits. Et ça nous rappellera d'ailleurs l'épisode qu'on avait fait sur les escargots, vous allez voir. Salut!